Alors, avec votre permission, Madame le ministre d'État Awa Marie Coll Seck, Madame Dr Marie Kitao, directrice du Centre de développement des ressources naturelles de l'Afrique, Madame Fatima Mimbire, présidente du comité de pilotage Afrique, Dr Papa Farah Diallo, président de la coalition nationale Publiez ce que vous payez au Sénégal, chers honorables conseillers du Haut Conseil des collectivités territoriales présents ici dans la salle, chers membres de Publiez ce que vous payez, chers partenaires de Publiez ce que vous payez, chers invités, chers partenaires des autres institutions, notamment l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, en vos rangs, qualités, grades et titres, nous vous souhaitons la bienvenue à la 8e conférence Afrique de Publiez ce que vous payez. Publiez ce que vous payez est un réseau mondial d'organisations de la société civile qui travaille exclusivement pour une meilleure transparence et redevabilité dans la gestion des ressources naturelles, que ce soit le gaz, le pétrole et les mines, pour que les pays qui sont riches de ces ressources puissent en bénéficier et en profiter aujourd'hui et demain. Publiez ce que vous payez compte environ plus de 1000 organisations membres dans le monde, avec plus de 50 coalitions nationales dans le monde. Les coalitions nationales, c'est les organisations de la société civile au niveau de chaque pays qui se constituent et qui forment une coalition nationale. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 coalitions dans le monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec divers partenaires qui sont là. On aura le plaisir aussi de les citer tout à l'heure individuellement et aussi leur adresser nos remerciements pour leur contribution assez importante et considérable pour la tenue et la réussite de la conférence Afrique et même pour les autres activités que nous menons tous les jours au profit des populations, au profit des communautés. La conférence Afrique 2023 a lieu cette année dans un contexte particulier. Le continent africain est confronté à des défis énormes liés surtout à la crise climatique. C'est ce qui explique d'ailleurs le choix de notre thème de cette année. Ensemble, nous devons nous mobiliser pour une transition énergétique, mais juste et équitable. Et j'avoue que cette conférence va précéder justement la grande conférence mondiale de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, que le Sénégal aussi a le plaisir d'accueillir cette année. Certainement, Madame le ministre d'État Awa Marie Coll Seck reviendra là-dessus en sa qualité aussi de présidente de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Sénégal et organisation qui accueille la conférence mondiale de l'ITIE. La conférence Afrique se tient tous les 3 ans. Elle mobilise l'ensemble des coalitions africaines et particulièrement les coordonnateurs ou les organisations membres ou partenaires de Publiez ce que vous payez qui nous permettent de réaliser nos objectifs. Cette année, elle est aussi particulière parce que c'est la première fois depuis la COVID que Publiez ce que vous payez se réunit en présentiel. La dernière conférence Afrique a été tenue en ligne. Elle devait se tenir en 2020. La crise du COVID a fait que nous n'avions pas pu le faire. En 2021, nous l'avons tenue en ligne et beaucoup d'entre vous avaient eu la chance de participer. Aujourd'hui, nous avons environ 250 personnes qui ont fait le déplacement pour participer, ce qui est un record dans les activités ou dans les rencontres internationales de Publiez ce que vous payez, y compris l'Assemblée mondiale de Publiez ce que vous payez qui a été tenue en 2019 au Sénégal. Elle n'avait pas mobilisé autant de personnes en termes d'organisation. Donc, c'est l'occasion pour nous aussi de remercier tous ceux qui se sont mobilisés financièrement, notamment les partenaires, techniquement, la logistique, toute cette équipe qui a travaillé derrière pour que nous puissions aujourd'hui organiser cette conférence Afrique. Elle se tient dans un contexte particulier pour le Sénégal. Le Sénégal est une démocratie grandissante. Et quand une démocratie grandit, il y a beaucoup d'exigences de la part des citoyens en termes de transparence, en termes de redevabilité, exigences en toute matière.
y compris sur les questions de l'accès à l'énergie, les questions de l'accès aux droits, les questions liées à l'espace civique. Ce qui fait qu'il y a eu quelques difficultés techniques qui ont impacté un peu sur la logistique dans le contexte du pays. C'est pourquoi il y a quelques restrictions pour l'accès à l'Internet et ça commence à être levé progressivement. La connexion est meilleure depuis hier soir et ce matin. Nous espérons que cela continue ainsi. Nous espérons aussi que la paix puisse continuer à régner au Sénégal. Une des ressources naturelles, la meilleure que le Sénégal offre à ses hôtes, c'est la paix et la sécurité. Donc, bienvenue au Sénégal. Nous allons passer tout à l'heure aux communications de ce groupe, mais je rappelle l'agenda que vous avez sous les yeux. Nous serons ensemble pendant 3 jours. Les 2 premiers jours sont ouverts à tout le monde. Le dernier jour, c'est-à-dire le 3e jour, il est ouvert uniquement aux membres de Publiez ce que vous payez. Il sera question de discuter de la gouvernance de Publiez ce que vous payez. Notre stratégie 2025 va finir bientôt. Nous allons réfléchir au 3e jour un peu pour la prochaine direction de Publiez ce que vous payez dans les années à venir. Il sera aussi question d'élire nos membres du comité de pilotage Afrique. Donc, ceux qui ne sont pas membres de Publiez ce que vous payez ne sont pas concernés par le jour 3. Mais nous vous invitons à rester avec nous pour tout le week-end. Nous avons beaucoup de surprises pour le vendredi soir et le samedi soir. Je ne vais pas les annoncer tout à l'heure, mais plus tard, à la fin de la journée, vous saurez quelles sont ces surprises. Parce que si je l'ai dit tout à l'heure, ils ne seront plus des surprises. Et même, Madame la ministre, vous êtes invitée, si votre calendrier vous le permet. Je sais que l'organisation de la conférence mondiale occupera beaucoup de votre temps. Alors, ceci dit, j'ai envie de donner la parole à Dr Papa Farah Diallo, qui est le président de la coalition Publiez ce que vous payez au Sénégal, qui va vous en faire son discours de bienvenue. Monsieur Papa Farah Diallo, vous avez la parole. Merci beaucoup, très cher Demba. Merci pour cette belle introduction. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est toujours difficile de prendre la parole après Demba Seydi, parce que c'est quelqu'un qui est très éloquent, qui maîtrise son sujet et qui ratisse large. C'est pour moi toujours un plaisir de partager ces événements avec toi. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas déjà, que si j'ai rejoint la grande famille Publiez ce que vous payez, c'est grâce à lui. Donc, je voudrais lui rendre hommage et le remercier pour son leadership et pour son entre-genre. Et si cet événement a pu avoir lieu ici au Sénégal, il a beaucoup contribué à cela. Madame la ministre d'État, professeure Awa Madikol Seck, présidente du Comité national ITIE. Madame la directrice du Centre de développement des minéraux de l'Union africaine. Madame la présidente du Comité de pilotage Afrique de la coalition Publiez ce que vous payez. Honorables hauts conseillers ici présents parmi nous. Mesdames, Messieurs les délégués représentant les coalitions nationales Publiez ce que vous payez en Afrique, ici représentés. Chers membres du secrétariat international de Publiez ce que vous payez. Chers coordonnateurs des antennes régionales de Publiez ce que vous payez Sénégal. Mesdames, Messieurs, distingués invités. C'est pour moi un honneur et un plaisir en tant que président de la coalition sénégalaise Publiez ce que vous payez, d'accueillir nos distingués invités et de leur souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise. Terre de la Teranga et qui reste terre de la Teranga malgré le contexte extrêmement difficile lié à des restrictions de l'espace civique. Nous autres organisations de la société civile, nous n'avons que l'espace civique pour pouvoir s'exprimer. Et je crois que quand il y a des restrictions de l'espace civique, quelle que soit la situation du pays, nous ne pouvons pas prendre la parole dans des urgences comme ça et ne pas dénoncer
les restrictions de l'espace civique dans notre pays. Nous avons grandi dans ce pays-là. Ce pays nous a vu naître et nous n'avons pas d'autre nationalité. Nous n'avons que ce pays. Et nous prions pour que la paix revienne dans ce pays-là. Nous prions pour que l'ensemble des acteurs reviennent à la raison, pour que ce pays puisse demeurer un havre de paix, un îlot de stabilité dans un désert d'autoritarisme. Dans beaucoup de pays africains, les processus démocratiques sont assez chaotiques. Dans notre pays, on touche du bois. On n'a jamais connu de rupture brusque du jeu politique. Et je ne souhaite pas qu'on puisse connaître cela. Et je prie les autorités ici présentes de tout faire pour que la paix revienne dans ce pays-là. Parce que tout le monde y gagne. Comme on a l'habitude de dire dans le cadre du Comité national ITIE, la transparence, tout le monde y gagne. Mais la paix sociale, la paix civile, l'ouverture de l'espace civique, tout le monde y gagne. Je voudrais entamer mon propos en faisant ce plaidoyer à l'endroit de nos autorités ici présentes et à l'endroit de tous les citoyens, pour dire que nous sommes tous concernés par ce qui se passe dans notre pays et nous prions pour que l'espace civique soit de nouveau réouvert. Et je crois qu'il y a un dégel qu'on a senti et on espère que cela va continuer. Alors, le Sénégal accueille à nouveau une grande rencontre de Publiez ce que vous payez. 2019, nous avions accueilli la conférence mondiale de Publiez ce que vous payez à Dakar. Cette année encore, nous accueillons cette conférence Afrique de Publiez ce que vous payez. Cela montre que Publiez ce que vous payez fait confiance au Sénégal et à la coalition sénégalaise, qui a abattu un travail remarquable. Et je crois que quand nos juristes devanciers qui sont ici présents partaient à Lima avec vous, au Pérou, je crois que le slogan qu'on avait amené là-bas, c'était une jeune coalition. Comment peut-on apprendre de cette jeune coalition qui vient de naître et qui a commencé à poser les jalons pour une meilleure transparence dans la gouvernance des ressources naturelles? C'est le lieu pour moi de remercier toutes les antennes régionales ici représentées, ainsi que les communautés qui vivent dans les zones extractives et qui sont ici représentées. Je signale que les 9 antennes régionales de la coalition Publiez ce que vous payez sénégalaise sont ici présentes, y compris les communautés qui vivent dans les zones extractives. Et je voudrais remercier les partenaires qui nous ont soutenus et qui ont facilité une participation massive de la coalition sénégalaise Publiez ce que vous payez. Je pense notamment à Oxfam Sénégal, ici représentée par la directrice pays de Oxfam, Mme Khar Ndiaye. Je voudrais remercier NRDI, représenté ici par M. Mamadou Seck, qui est le directeur Afrique de l'Ouest de NRDI. Je voudrais remercier l'Union européenne, qui nous a beaucoup accompagnés à travers le programme d'appui à la société civile, représenté ici par M. Kantara Fall du PASC. Et je voudrais aussi remercier le Comité national ITIE, qui est notre partenaire stratégique dans le secteur extractif, parce que c'est notre porte d'entrée pour avoir accès aux institutions. Et c'est une structure où Publiez ce que vous payez joue un rôle extrêmement important. Donc, dans le collège de la société civile, Publiez ce que vous payez est l'organisation la mieux représentée avec 5 membres au sein du collège de la société civile, alors que ce collège est composé de 7 membres, je crois. Donc, du coup, c'est pour nous un honneur d'avoir Madame la Présidente du Comité national ITIE ici parmi nous. Le thème qui nous réunit dans cette conférence porte sur la transition énergétique. Et je crois que l'Afrique et la société civile africaine en particulier a un message à délivrer sur la transition énergétique. M. Demba Seydi vient de le dire, nous demandons à ce qu'il y ait une transition énergétique juste et équitable. Effectivement, parce que nous polluons moins, nous ne pouvons pas être mis sur le même pied d'égalité, parce que si on applique le principe pollueur-payeur, nous sommes ceux qui polluent le moins et c'est nous qui subissons le plus d'impact des changements climatiques. Et l'Afrique aussi, en termes d'avenir pour la transition énergétique, l'Afrique a beaucoup de choses à apporter au monde parce que les minerais stratégiques, les minerais de transition, une bonne partie se trouvent dans le continent africain. Quand on parle du lithium, du cobalt, entre autres, même du zircon,
Je crois que l'Afrique a encore un message fort à lancer au monde entier, notamment sur les problématiques de transition énergétique. Monsieur le Président du comité d'organisation de cette conférence Afrique, Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer mon propos parce que je crois que si j'entre dans les détails, ça va tirer en longueur alors qu'on aura les sessions. Ce sera l'occasion pour nous, Publier ce groupe Sénégal, de partager notre vision d'une transition énergétique juste et équitable. Mais je voudrais remercier très chaleureusement, pour terminer, les antennes régionales de Publier ce que vous payez. Je crois que ce qui fait la particularité de Publier ce que vous payez Sénégal, ce sont ces antennes régionales. Nous sommes la seule coalition structurée ainsi. Donc, partout où il y a des ressources naturelles découvertes, nous avons installé une antenne régionale pour être beaucoup plus proche des communautés qui vivent directement les impacts des industries extractives. Et ce sont des communautés qui viennent du fin fond du pays, de Kédougou, de Tamba, de Matam, de Ziguinchor, de Thiès, de Fatick, de Diourbel, de Dakar, de Saint-Louis, entre autres. Je voudrais les remercier chaleureusement pour leur engagement au quotidien auprès des communautés pour défendre les droits économiques, sociaux et environnementaux de ces communautés-là qui subissent les externalités négatives et qui ne commencent pas à sentir les impacts positifs de l'industrie extractive. Je voudrais les remercier pour le travail colossal qu'ils sont en train d'abattre au quotidien. Remercier aussi nos anciens membres de Publier ce que vous payez, doyen Abdou Aziz Diop, Madame Aïni Aou, doyen Boubacar Tamba, entre autres, qui ont été à l'origine de la création de la coalition sénégalaise Publier ce que vous payez et qui continuent toujours de nous accompagner dans le cadre du comité directeur. Je voudrais terminer par dire mention spéciale à Madame la ministre d'État, Madame Awa Marie Coll Seck. Pourquoi? Parce que au sein du comité national ITIE, la société civile sénégalaise a toute sa place. Et mes collègues membres du groupe multipartite de l'ITIE qui sont ici présents peuvent en témoigner. Je crois même que le catalyseur du groupe multipartite de l'ITIE, je peux dire sans risque de me tromper, que c'est la société civile en réalité. Et donc, je voudrais la remercier. Elle est plus société civile, ONG, qu'institutionnelle d'ailleurs. Elle me le disait tout à l'heure quand on prenait le petit déjeuner. Je voudrais la remercier pour ce leadership et pour la confiance que vous nous accordez. Je vous remercie, Mesdames, Messieurs. Merci beaucoup, Dr Papa Farah Diallo, pour ces mots de bienvenue et ces mots de remerciement à l'endroit de tous nos partenaires qui nous ont accompagnés pour la réussite ou la tenue et la réussite de la conférence Afrique 2023. Pour ceux qui viennent d'arriver, le canal 1 pour les casques, c'est le français, le canal 2 pour l'anglais. Je vous remercie. Alors, Publier ce que vous payez à différents organes de gouvernance. Au niveau mondial, nous avons ce qu'on appelle le Conseil mondial. Et au niveau de l'Afrique, nous avons ce qu'on appelle le Comité de pilotage Afrique. C'est l'instance supérieure de gouvernance des coalitions au niveau de l'Afrique. Cela me permet, comme nous sommes dans un contexte africain, même si c'est le Sénégal qui accueille, de donner la parole à la présidente du Comité de pilotage Afrique, Madame Fatima Mimbire, qui nous vient du Mozambique. Good morning, everyone. Thank you for being here. Honorable Professor Hawa Marie Coll Seck, Minister and Chair of VITI Senegal. Dear Papa Farah Diallo, Publish What You Pay Senegal Chair. Dear Marie Ito, Interim Director of Africa Mineral Development Center, AMDC, our special guest today, and thank you for accepting to be here and to make this keynote speech for us. Dear partners and donors who join us at this, I would say, unique time, because years after that we are being able to gather here and physically for joining us and to have helped us to continue our work over all these years.
Dear members of Publish What You Pay movement in Africa, welcome, and we hope you all are well settled and welcome to this wonderful and warm land. Senegal is not my land, but I assume has South Africa. Finally, we are physically together again. It's roughly 6 years after our last meeting. We were supposed to meet in 2020 when the members of the current African Steering Committee were elected, but due to COVID-19, our meeting was virtual. We have to celebrate this possibility of being here together, gathering together, being able to see each other and exchange ideas physically. Unfortunately, over these years, COVID-19 has meant our movement has lost some of its champions. These are irreparable losses to which we have not yet recovered. I will therefore would like to ask for a minute of silence in loving and grateful memory of our champions. I would mention some names: Paul Msoma from AMDC, who was very helpful for our movement in Africa, particularly Camilo Nyankal, and so others. So please, let's pay these minutes of silence in loving memories of our friends. Thank you so much. Despite these difficult times we have faced over these past 3 years due to COVID-19, our movement in Africa continues to expand and grow. The movement continues to grow in terms of its relevance at the continent and global level, and continue to influence important processes linked to natural resource governance. In the last 20 years, the Publish What You Pay movement have made remarkable progress as a result of its advocacy. Many of our countries in Africa are implementing EITI and others are in process. Transparency of contract is mandatory now under the EITI standards. Reporting of payments and receipts has evolved so much that we now include some social investments, environmental, and gender inclusion. All these we have to celebrate. All these achievements we have to celebrate, but we are not yet satisfied. We cannot rest until the exploration of mineral resources actually serves the citizens. Until extractivism respects human rights. And now with the energy transition, new challenges are emerging, particularly with regard to our participation in the process to ensure that it occurs in a realistic, fair, equitable, and transparent manner, and that it has a positive impact on the lives of our fellow citizens. We cannot remain passive, waiting for the rules to be dictated. We need to influence from now on because there are important issues to be seen through this process. How can we have a just transition in the context of a structural economic injustice? Well, if not all of our countries produce raw materials for export. The trade market for extractive resources is designed in this way, so we produce energy to export and then import at much higher prices. Will this dynamic change in the context of energy transition? We all know that our renewable energy potential has high costs to make them viable, which is why they have been sidelined over these years.
What will be the cost of developing the renewable energy sources in our countries? Will these, where will these resources come from to financing the energy transition or the development of renewable energy sources? As you can see, we're still having a lot of work to do as a Publish What You Pay movement in Africa. I hope that we will remain more and more engaged in this endeavor with courage, enthusiasm, unity, and mutual support. As we celebrate victories and reflect on the challenges on our work agenda as the movement, we note with concern that the closure of a civic space in Africa particularly is exacerbating. Over these 3 years, with considerable apprehension and concern, we have noted the prosecution of some of our members, arbitrary arrests, which have involved our intervention. Governments are being sophisticated, that they are even using international standards and norms on counterterrorism and money laundering problems that we all are fighting or need to fight for to legitimize their incursion against civil society. Unfortunately, they still see us as enemies, as opponents, and not as partners, as people that want to help them, to work together with them to promote good governance. We need to be vigilant and supportive to each other. Our solidarity must remain ever stronger. We have a very rich agenda for the next 3 days. In a little while, we will have the keynote speech to which we all are very much looking for. Then we will have 2 panels that will discuss the actions on energy transition. Tomorrow, we will have a session that will address inclusion and equity in the energy transition process. On the 3rd day, we will host the new African Steering Committee for the period of 2023 to 2025, and we will discuss some internal issues to the movement in Africa in order to improve. We wish, particularly, I wish to you all or to us all a fruitful conference that we make the most of it to connect and reconnect. Thank you so much for your attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente du Comité de pilotage Afrique, de publier ce que vous payez. Madame le ministre, vous avez aujourd'hui devant vous 29 coalitions représentées venant de plusieurs pays de l'Afrique, de toutes les régions, de l'Est, l'Ouest, Sud et de l'Afrique de l'Ouest notamment, et dans toutes les régions, que ce soit anglophones, francophones. Vous avez avec vous aussi la majorité de l'équipe du secrétariat international de publier ce que vous payez, que ce soit ceux qui sont basés au siège, bureau du siège à Londres, que ce soit nous autres qui sommes des équipes décentralisées. Publier ce que vous payez dispose des équipes décentralisées au niveau de toutes les régions où nous avons des coalitions. Vous avez avec vous aussi divers partenaires, c'est au moins une dizaine que nous allons pouvoir bien sûr lister et que vous avez aussi derrière l'affiche, qui nous ont accompagnés à organiser cette conférence. C'est African Climate Foundation, où vous avez aussi beaucoup de Sénégalais. C'est Open Society, c'est Oxfam au Sénégal, c'est Oxfam en Afrique de l'Ouest, dont vous avez la directrice, Madame Ndiaye. C'est aussi le Fonds du Programme mondial d'appui aux industries extractives de la Banque mondiale. Vous avez aussi NRGI qui est très bien représenté ici. Vous avez la Fondation Ford qui est représentée par sa directrice en Afrique de l'Ouest, Dr. Chichi. Vous aurez l'occasion de la rencontrer avant de partir. Vous avez le directeur aussi Afrique de l'Ouest de NRGI, M. Mamadou Seck, vous connaissez certainement. Vous avez la Fondation Luminate qui nous a accompagnés. Vous avez aussi Sigrid Rising Trust qui nous ont accompagnés. La plupart, ils sont représentés ici. Et vous avez également la coalition Publier ce que vous payez Sénégal qui est représentée massivement dans cette salle. Et tous les autres pays que j'aurai plus tard
le plaisir de citer individuellement pour que vous puissiez, bien sûr, avoir des contacts avec eux. Mais je rappelle aussi au public qui est Madame Eva Maricol Seck. Madame Awa Maricol Seck, professeure, est la présidente du Comité national ITIE du Sénégal depuis 2019. Précisément, je crois que c'est en avril 2019. Elle est ministre d'État. Elle a occupé à plusieurs reprises la fonction de ministre de la Santé et de l'Action sociale au Sénégal depuis 2003 et à diverses reprises. Mais elle est aussi fonctionnaire internationale. Elle a dirigé Rollback Malaria, si ça vous dit quelque chose, pour la lutte contre le paludisme qui constitue un fléau mondial. Elle pourra peut-être revenir sur ces détails aussi. Mais elle est aussi membre de plusieurs conseils d'administration de diverses organisations mondiales où elle siège, elle partage et ses connaissances et son expérience aussi. Au niveau du Sénégal, elle a aussi un mouvement très actif pour accompagner les populations, les communautés. Quand elle a été désignée présidente du Comité national ITIE, beaucoup qui la connaissaient sur les questions de santé se disaient, mais qu'est-ce que la santé a trouvé dans ce secteur-là? Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que son mouvement citoyen, comme vous tous, professeur Papa Farah Diallo l'a dit, elle est une des ministres les plus société civile, parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle a travaillé qu'avec les communautés en réalité. Son mouvement a beaucoup travaillé dans les régions minières, a fait des études, des enquêtes, des analyses sur la question de la santé et sur d'autres problématiques liées aux droits des femmes particulièrement. Si vous voulez un champion genre, si vous voulez une défenseur des droits des femmes, c'est Awa Maricol Seck, Madame la ministre. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici pour dire bonjour à toutes nos sœurs et frères africains, mais tous nos invités qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Angleterre, qui viennent de la Belgique, qui viennent de la France. Ils ont fait un long voyage pour nous retrouver ici, mais ceux qui viennent aussi de l'Afrique australe, qui ont fait des heures et des jours même de voyage, du Madagascar, vous avez toutes ces délégations-là ici. Madame le ministre, c'est à vous la parole pour dire bonjour à ces invités, à ces partenaires que nous avons dans la salle. Merci beaucoup, Monsieur le Master of Ceremony. Master of Ceremony, mais cela montre aussi toute votre humilité. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai un peu plus de temps. Mais nous avons été très fiers de savoir que vous étiez celui qui allait porter les destinées de la région Afrique de l'Ouest de publier ce que vous payez. Vous le faites avec beaucoup de loyauté, je l'ai dit, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'expérience et de manière de gérer les gens. Vos relations interpersonnelles sont des relations apaisées, constructives. Et c'est ce qu'on attend aussi vraiment de la société civile. Comme vous le dites, j'ai eu plusieurs fois à travailler comme membre de la société civile et je sais reconnaître les personnes qui font monter les choses, les personnes qui vous tirent vers l'avant et les personnes qui vous font reculer. Et vous faites partie de ces personnes qui nous permettent de progresser. En tout cas, félicitations. Madame la Présidente du Comité de pilotage Afrique de la coalition Publiez ce que vous payez, Monsieur donc le coordonnateur de l'Afrique de l'Ouest francophone de cette coalition, Excellence, Madame la directrice du Centre de développement des minéraux de l'Union africaine, Monsieur Badi Baldé, directeur exécutif adjoint du secrétariat de l'ITIE international, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions, Monsieur le Président de la coalition Publiez ce que vous payez Sénégal, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs nationaux, Mesdames, Messieurs les délégués du réseau Publiez ce que vous payez, chers amis, et parmi ces amis, je voudrais citer
quelqu'un que j'ai aperçu tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a d'autres, je m'excuse, mais j'ai vu Brice et je me suis souvenu de son rôle en tant qu'Africain, représentant la société civile au niveau du conseil d'administration de l'ITIE international. Et nous avons souvent échangé, nous avons souvent été consultés et nous avons essayé de faire avancer l'ITIE international. Et je voudrais vraiment ici aussi lui rendre hommage et lui dire que c'est ce que nous attendons. Je voudrais reprendre le mot de Abdou Aziz Diop qui parle souvent de co-construction. Et je pense que c'est ça qu'on doit prendre comme ligne et comme élément qui nous pousse tous les jours. Je voudrais également rendre hommage à nos distingués invités en vos titres et qualités. Je sais qu'il y a effectivement, comme vous me l'avez expliqué tout à l'heure, beaucoup de représentants de pays en dehors du Sénégal, mais également au niveau du Sénégal et même dans les départements, des représentants des communautés. Et je voudrais vous dire que c'est ici votre place. Parce que sans vous, on ne peut pas aller de l'avant. Et c'est important. Aujourd'hui, le Sénégal est à l'honneur. J'ai écrit récemment, ou je l'ai dit et on l'a écrit pour moi, nous sommes en train de perdre notre crédibilité. Je reviendrai dessus. Mais grâce à vous, nous sommes encore à l'honneur. Et c'est aujourd'hui un moment important pour le Sénégal d'accueillir toutes ces personnes qui sont venues répondre à l'invitation de publier ce que vous payez. Cette conférence Afrique de publier ce que vous payez est la première qui se tient en terre africaine depuis la crise à la COVID-19. C'est un événement majeur dans l'agenda de la société civile africaine qui s'engage pour la transparence et la gouvernance des ressources naturelles. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu également en 2019 une autre conférence, cette fois-ci internationale, mais c'est dire que le Sénégal n'est pas oublié. Mais il faut le dire, cette rencontre se déroule dans un contexte qui a été évoqué par mes prédécesseurs et par Monsieur le Master of Ceremony. Un contexte sénégalais qu'on ne reconnaît pas, qui est marqué par des tensions. Il y a toujours eu des tensions dans tous les pays du monde, ça existe. Des tensions politiques qui se sont exacerbées depuis environ une dizaine de jours, entraînant dans la foulée des blessés et des morts. Mais il faut dire que cela arrive dans un pays que tout le monde considère comme l'un des flambeaux de la démocratie en Afrique. Dans un pays qu'on appelle pays de la teranga ou de l'hospitalité. C'est dire que nous devons vraiment être particulièrement heureux de voir qu'il y a une accalmie depuis quelques jours et nous espérons que ce sera une accalmie définitive. Mais pour cela, il faut dialoguer. Pour cela, il faut discuter. Pour cela, il faut que les gens mettent de côté parfois même leurs ambitions, parce que c'est le Sénégal d'abord. Et je voudrais dire que nous avons tous un rôle à jouer. Nous le jouerons parce que nous pourrons parler, nous pourrons dire ce que nous pensons, parce que le Sénégal, comme l'a dit quelqu'un, en tout cas en ce qui nous concerne, nous n'avons que le Sénégal. Après, nous avons l'Afrique, mais nous avons le Sénégal. Donc le Sénégal, c'est notre pays. Battons-nous pour que la paix revienne et appelons tout le monde à la réflexion pour que nous puissions surmonter ce moment difficile. Mais il faut dire que c'est un contexte qui est aussi le contexte de découverte importante de ressources
d'hydrocarbures, dont le début de la production est attendu pour le dernier trimestre de cette année. Ça, c'est aussi une particularité de notre pays. Mais la chance que nous avons, c'est que nous avons eu des réformes, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient même institutionnelles, puisque dans la Constitution sénégalaise, il y a écrit très clairement que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc, c'est institutionnel. Mais également, nous avons des réformes au niveau gouvernemental, des réformes au niveau législatif, comme le code pétrolier, le code gazier, tout ça, c'est des nouveautés. C'est depuis maintenant pratiquement 2020, il y a une cascade de lois, de décrets qui veulent organiser vraiment ce qui se passe au niveau des ressources naturelles. Il y a également la loi sur les bénéficiaires effectifs pour lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent, etc. Nous avons également la loi sur le contenu local, qui est une loi qui va permettre aux gens, comme on dit dans notre langue, le Wolof, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'il y a une mine à Kédougou ou des mines ou quelque chose à Tambacounda ou même Sangomar ou bien à Saint-Louis et que les populations ne voient rien. Ça aussi, c'est un élément important si nous voulons une stabilité dans notre pays. Et c'est pour ça que nous étions très contents au niveau de l'ITIE d'avoir participé à tous ces changements pour que vraiment le Sénégal puisse gérer ses ressources de la manière la plus transparente possible. C'est ce qui nous a valu d'ailleurs des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre du processus de l'ITIE, lors déjà de la première validation, mais un score aussi de 93 sur 100 pour la seconde validation. C'est le lieu de saluer le rôle important de la coalition sénégalaise Publiez ce que vous payez, qui joue au sein du groupe multipartite de l'ITIE, de même que les autres membres de la société civile, un rôle extrêmement important. Votre présence ici est une marque de confiance à son endroit. En effet, elle abat un travail remarquable pour influencer la mise en œuvre du processus ITIE au Sénégal. Et je voudrais m'arrêter là pour féliciter bien sûr tous les représentants. Et aujourd'hui, nous avons à la tête de Publier ce que vous payez, M. Pape Farah Diallo, qui est le président de la section sénégalaise. Il avait été précédé récemment, puisque moi je suis là-bas depuis 2019, par M. Abdou Aziz Diop, mais je voudrais rendre hommage à tous les anciens, à tous ceux qui étaient là avant, parce que je le dirais, c'est grâce à ces personnes peut-être même que le Sénégal a adhéré à l'ITIE, parce qu'il fallait pousser, il fallait qu'il y ait des ONG derrière pour que les gouvernants sachent que c'était la meilleure solution. Je voudrais aussi dire que nous avons aujourd'hui une réunion qui me semble être une réunion préparatoire à la conférence mondiale qui va aussi se dérouler à Dakar la semaine prochaine. Et je pense que une grande partie des délégués qui sont ici aujourd'hui vont participer à cette conférence. En tout cas, tout le monde est invité. J'espère que ce sera également un grand succès. Pour la première fois, cette rencontre se déroule sur le sol africain. Et le Sénégal est honoré d'avoir été choisi pour abriter cette grande conférence. Nous attendons plus de 1000 participants. On est allé même jusqu'à dire 1400 participants. Et cela montre l'engouement des personnes dans le monde entier de venir à cette conférence au Sénégal et de venir vraiment faire, encore une fois, avancer l'agenda de l'ITIE et de l'ITIE international avec ses répercussions au niveau des pays.
Il y aura des chefs de gouvernement, des chefs d'entreprise, des ministres, des coordonnateurs et hauts fonctionnaires. Il y aura surtout le secteur privé, bien sûr, mais il y aura surtout la participation de la société civile. Cette participation sera remarquée. Si l'on sait que c'est le plaidoyer de la société civile qui a poussé à la création de notre initiative ITIE. C'est dire donc que même dans les pays, publier ce que vous payez a joué un rôle important, je le disais tantôt. Publier ce que vous payez a beaucoup travaillé, même pour que le Sénégal adhère à l'ITIE en 2013. Cette conférence mondiale de l'ITIE aura comme thème principal « Transparence en transition » et comme thématique, disons, phare, la transition énergétique. Une nouvelle norme sera aussi adoptée. Cette coïncidence n'est pas fortuite. Ce sont les enjeux du moment dans le secteur extractif, dans un contexte de mise en œuvre aussi de l'agenda global pour le climat. L'Afrique, donc, a son mot à dire. La société civile africaine que vous représentez ici porte un message que j'ai entendu encore prononcer, qui est que la transition énergétique, d'accord, mais elle doit être juste et équitable. Ce sont des mots forts, ce sont des mots importants, ce sont des mots qui doivent passer au niveau de la conférence parce que nos pays aussi ne polluent que 3% de la pollution mondiale. Donc, il faudrait quand même qu'on tienne compte de cela et que ceux qui doivent diminuer leur pollution le fassent le plus vite possible et nous laissent le temps de nous développer un peu et de pouvoir nous aussi prendre des mesures qu'il faut et que soient adéquates. Il faut dire que le Sénégal a déjà misé sur le mix énergétique et que nous avons environ 30% de l'énergie qui est déjà une énergie non polluante. Et il faut aller encore de l'avant, mais laisser le temps aux pays, surtout à nos pays, de se développer dans la transparence, mais également de se développer en commençant à penser à ce problème donc de l'énergie propre. Je suis sûre que les recommandations que vous allez faire seront pertinentes et que ces réflexions renforceront votre contribution à la conférence mondiale. Donc, vous êtes attendus là-bas aussi. Permettez-moi enfin de féliciter chaleureusement les organisateurs de cette conférence et tous leurs partenaires, parce que j'ai vu qu'il y a une longue liste de partenaires qui ont appuyé, publié ce que vous payez. Cela prouve encore l'ouverture et la confiance qui est faite dans cette organisation. Et je voudrais vous souhaiter et souhaiter un plein succès à nos travaux. Je peux dire nos parce que je me considère comme faisant partie de cette coalition, puisque, comme vous l'avez dit, nous nous sommes intéressés depuis plusieurs années à ce qui se passe au niveau de nos communautés, notamment en matière d'impact, notamment sanitaire, sur les populations et surtout sur les femmes, puisqu'on sait que dans certaines régions, ce sont les femmes qui sont dans leur paillage traditionnel et que ce sont elles qui souffrent le plus avec peu d'émoluments, puisque c'est beaucoup moins rentable. Vous de la société civile, vous de publier ce que vous payez, votre voix a du pouvoir et il faut en être conscient. Ensemble, nous devons cheminer pour un développement durable. Développement durable dans nos pays, mais normalement, il doit être aussi un développement durable en Afrique. Mais également, nous devons baliser la voie aux générations futures. Je déclare ouverte la conférence Afrique de publier ce que vous payez et je vous remercie de votre aimable attention.
Merci beaucoup, Madame la ministre d'État, présidente du Comité national ITIE Sénégal. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous et soyez assurés aussi de notre engagement à participer de façon massive à la conférence mondiale ITIE qui se tient la semaine prochaine. La majorité de ces membres qui sont là seront à la conférence mondiale ITIE avec vous. Et ce sera un grand plaisir pour nous aussi de partager. Il y a des sessions même que beaucoup de nos organisations vont présenter à cette conférence. Madame la ministre, nous vous confions aussi un message à l'endroit des autorités sénégalaises qui nous ont permis d'accueillir cette conférence ici. Ce n'est pas facile d'organiser ce genre de rencontres dans ce contexte un peu compliqué du Sénégal, notamment sur les questions politiques. Le gouvernement du Sénégal nous a facilité ce travail-là, notamment le ministère de l'Intérieur. Non seulement ils ont facilité l'accès au visa sans protocole, donc tous nos délégués ont eu le visa et gratuitement à l'aéroport avec des facilités. Mieux, ils ont accompagné la conférence Afrique en termes de sécurité. Ils nous ont renouvelé cela hier. Le commandant de la gendarmerie de Saly a reçu les notes pour accompagner la conférence en termes de sécurité, faire de sorte que tous les délégués qui sont là soient en sécurité durant tout leur séjour au Sénégal. Donc, ils sont avec nous, ils nous accompagnent. Ils ont préféré être beaucoup plus discrets sans les tenues, mais c'est l'occasion pour nous de remercier le ministre de l'Intérieur qui a donné ces instructions. Et aussi le ministère des Affaires étrangères. Quand nous avons saisi le ministère des Affaires étrangères pour cette rencontre, c'est le contexte politique qui a fait que Madame le ministre des Affaires étrangères a préféré ne pas se joindre à nous. C'est le même contexte qui a fait que le professeur Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, qui a toujours été des nôtres, qui n'a pas pu se déplacer pour être avec nous, mais ils sont solidaires à notre organisation. Ils nous ont accompagnés à leur manière, ont donné toutes les instructions pour qu'on nous facilite l'organisation de cette conférence. À présent, nous allons donner la parole à Dr Marie Kitao, qui est la directrice du Centre africain de développement des minéraux. Le Centre africain de développement des minéraux est une agence spécialisée de l'Union africaine qui a beaucoup travaillé avec la société civile depuis plusieurs années. Et ce qui a fait que nous avons eu des collaborations fortes avec ceux qui vous ont précédé à ce poste, dont Paul Soma, le défunt Paul Soma. Nous renouvelons nos condoléances à vous et à tous nos membres qui ont perdu les grands champions, dont une des plus remarquables, Mme Fatoumata Dakuyo du Burkina, que nous avons perdu, le directeur, l'ancien directeur de la Fondation Ford, qui était aussi des nôtres que nous avons perdu, Camilo Nankale de Mozambique, que nous avons perdu durant la COVID. Donc, c'est l'occasion pour nous de leur renouveler nos condoléances aussi. Alors, Dr Marie Kitao est économiste et spécialisée sur les questions de développement durable. Auparavant, elle a été économiste au niveau de la Commission économique de l'Union africaine, qu'on appelle UNECA. Conseillère technique, elle est devenue une partisane du développement du secteur minier en Afrique. Et c'est sur sa responsabilité que pèse aujourd'hui la mise en œuvre de la vision minière africaine qui constitue un instrument fort de travail de Publier ce que vous payez. Nous avons participé et à l'élaboration et à la mise en œuvre de la vision minière africaine. Et nous continuons de suivre la mise en œuvre de cette vision minière africaine. Le secrétariat international de ce que vous payez avec le comité de pilotage Afrique sortant, nous avons même fait une étude d'évaluation de la mise en œuvre de la vision minière africaine. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous avoir avec cette audience pour que vous prononciez la leçon inaugurale. C'est une tâche lourde, mais connaissant votre expérience, votre expertise sur ce secteur-là, nous serons très heureux aujourd'hui d'entendre vos perspectives sur la question de la transition énergétique. C'est à vous la parole maintenant et sur les applaudissements de la salle. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je me joins aux autres pour vous vraiment féliciter pour votre excellente modération. I will be speaking in English, just for the thank you only. Your Excellency, Minister of State Minister, Madam Professor
Awa Marie-Cole Seck, also chair of EITI Senegal, Dr. Papa Farah Diallo, chair of Publish What You Pay Senegal, Madame Fatima Mimbire, Publish What You Pay Mozambique and Publish What You Pay Africa Steering Committee Chair, all of the members of Publish What You Pay, and all protocols observed. It is an immense pleasure and an honor for me to be speaking here today in this important gathering and in this beautiful city of Saly and in this wonderful country of Senegal. I would like to thank the organizers, Publish What You Pay, for this enormous pleasure, privilege accorded to the Africa Minerals Development Center, which, as you mentioned, is a specialized agency of the African Union. So I bring as well greetings from the African Union, our mother institution in Addis Ababa, Ethiopia. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, tectonic shifts are currently occurring in the world that will have significant impact on the energy transition. Climate change, as was mentioned several times, but also a global financial crisis, the Russia-Ukraine war. These are shaping the geopolitical structure of power. These shifts, though compounded with risks and uncertainties, provide tremendous opportunities for Africa, especially as the continent is endowed with the strategic green minerals the world needs for the energy transition and green industries. We can, for instance, for solar panels, wind turbines, and energy storage systems such as lithium-ion batteries. Just to give some examples of the global reserves, Africa hosts 6% of copper, 53% of cobalt, 25% of bauxite, 21% graphite, 46% manganese, 35% chromite, 79% phosphate rock, 91% platinum gold, just to give the enormity of what we have under our soils. Beyond the reserves, which are underground, Africa is accounting for an even greater share of current production of many of these minerals, including a commanding 70% of cobalt. Out of 20 critical, and I put critical quote unquote, and I'll explain later, Africa is in the top 3 producer countries of chromium, cobalt, and manganese, phosphates, and titanium. It should be noted that Africa's relatively low-level exploration would actually suggest that it should rise in reserve rankings when it attracts more exploration focus. Lithium, nickel, cobalt, manganese, graphite, for example, are important for battery performance, and rare earth elements are important for electric vehicles and wind turbines. According to the International Energy Agency, the production of lithium and cobalt alone may increase by 500% by 2050 to meet the demand for clean energy. This requires significant investment today, because as we know, the average time from discovery to first production for mines is around 16 years. Moreover, the world is in the early phase of a new industrial age, the age of clean energy technology. Clean energy technologies produce lower emissions, yet almost paradoxically, many need more minerals than the fossil fuel-based ones that they are replacing. Many of the minerals feeding the rapidly expanding solar, wind, hydro, battery, electric vehicle are sourced from Africa. The rising profile of mineral resources feeding this new industrial age, marked by the falling cost of clean energy technology, gives Africa a new set of development opportunities to channel minerals into industrializing clean energy industries for Africa's own needs, alongside feeding global supply chains. The global decarbonization agenda of cutting greenhouse gas emissions by setting targets for the phase out of emissions and ramping up of low carbon replacement worldwide needs economic adjustments that are creating new dynamics between mineral producing countries and mineral consuming regions, as captured in the concept of critical minerals,
several developed economic countries have identified as critical a set of minerals essential for clean energy equipment, high technology, and defense industries with limited sources of supply or vulnerable supply chains. Furthermore, they are taking steps to secure access to these critical minerals by seeking diversified supply chains. In the African continent and as an African institution, these minerals, we consider them strategic or green because as indicated, we're developing an African green mineral strategy. We have two main criteria. We're not worried about rarity of supply or vulnerability or defense. We are more worried, are these minerals used in clean technologies and green industries? And second, are these feedstocks into the mining supply chain? That's why they are considered strategic for us. So these shifts, as I mentioned, provide a new momentum and opportunity for African countries to assume control over their own destiny and to engage with the rest of the world on African terms, which considers its history, culture, growing population, and also dynamics very peculiar to African countries. Distinguished ladies and gentlemen and guests, while the minerals rush for the decarbonization agenda is opportunity, in Africa, with over 1 billion people and 55 countries, 600 million people in Africa are still in the dark without energy access. So you might ask, why are we even talking about transition when we don't even have access? So this is also a question that needs to be asked. Africa cannot afford to remain passive or on the sidelines while these processes that I just mentioned occur in the world. Not only does it have its own strategic critical minerals as established, but we are in the middle of a geopolitical contestation as Western and Eastern powers attempt to consolidate their power and secure supply chains. And you know who I'm talking about here. I mean, from the West, of course, we have the European Union, the US, and the East, we have, of course, China, which is very much dominating the sector in the minerals. But also we have countries like Korea, which I was there last week, and they all want Africa's minerals. But are we ready? Are we ready? Or is it on our terms? For African commodity producers, the rising profile of these minerals promises not only improved revenue and income, but more importantly, there is a much bigger opportunity to be seized. This is a big window of opportunity to harness our mineral wealth to underpin broad-based sustainable growth and socio-economic development, to channel mineral feedstocks into industries manufacturing products that the continent needs, and to break the pattern of mineral value chains that are relegated only to exporting raw materials. Building mineral value chains to manufacture renewable energy, again, we feed also the renewable energy market that harvests the country's vast renewable energy potential to provide clean energy to the more than 600 million African is an achievable goal that captures these opportunities. In the continent, there is a development vision of green economic growth that is socially inclusive, low carbon, and uses digital technology to enhance productivity. Africa now has a chance to develop a strategy for minerals mined on the continent that are crucial in the age of green energy technology. Just to name a few: cobalt, natural graphite, lithium, manganese, phosphorus, vanadium for batteries, aluminum, copper for electrical networks, chromium, nickel, zinc for wind farms, concentrated solar power and fuel cells, platinum group metals for hydrogen electrolyzers and fuel cells, rare earth elements for magnets in electric motors and generators, and iron, steel, and alloys used throughout the economy. I'm mentioning this because we have to understand how much minerals are needed, even for these green industries. These minerals are into the basic sectors of mining, but also agriculture, industry, construction, transport, water, and power. But they are also critical inputs for new green industries. Distinguished participants, ladies and gentlemen. Indeed, Africa wants to harness its natural resources potential to achieve sustainable economic transformation and development. Again, we say we will not settle for the role of delegated producers that exports minimally processed raw materials, because that's not where the value lies. And I heard the predecessors talk about transparency,
about contrast transparency, but in general about governance. And we know what's happening when we only focus on the raw material exports. It doesn't come back to the people. It's usually lost, sometimes through even licit transfer pricing, but illicit financial flows and other means that is not captured. And the market is very small for that, for the raw material exports, and it doesn't come back to the country. So if we really want to create value with these minerals, we have to go to the value chain and value addition. Indeed, in the African Union, we have the Accelerated Industrial Development for Africa, AIDA, which underscored the importance of manufacturing through resource-based industrialization by developing and implementing an industrial policy with priority accorded to maximize the use of local productive capacities, adding value and local processing. Somebody was talking about local content. Cognizing the unfortunate situation where Africa's wealth in terms of natural resources coexist side by side with poverty, African heads of state adopted the Africa Mining Vision, which was alluded to, in 2009. That was 14 years ago. The AMV seeks to be holistic by advocating development beyond mining into maximizing inter and intra-mineral mining sectoral linkages. It also thinks about facilitating industrialization, but also thinks about the whole environmental, social, and governance issues, artisanal small-scale mining, capacity building, and it proposes ways beyond the mining to development strategy by proposing ways to develop knowledge linkages, skill, technology development for beneficial spillovers in the rest of the economy. In addition to the AMV, the African Union has also the Africa Union Commodity Strategy, which was adopted in 2021. It's beyond just the minerals, also agricultural products and others, contributing to, an integrated, prosperous, and peaceful Africa, as set in the Agenda 2063, the Africa we want. The AU, again, through our center, the Africa Minerals Development Center, is pleased to be actively involved in the initiative we are working closely with the African Development Bank to develop an Africa green mineral strategy to proactively engage with the new conditions flowing from the energy transition. Distinguished participants, ladies and gentlemen, achieving a better future towards the Africa we want will require an unprecedented strategic vision. Africa must have a coherent and comprehensive strategic vision development for herself with regards to inclusive growth and sustainable development agenda. We have the African Continental Free Trade Area, for example, that we must harness. Africa must also have a plan to scale up energy production and access while leapfrogging outdated polluting energy systems to modern, affordable, renewable energy systems. Africa's leadership must aspire to place the well-being of its people, living together with thriving ecosystems and a stable global climate as the primary driving force of its development agenda. This requires proactive planning, foresight, a clear roadmap based on cost and well-being analysis, not just cost in terms of money, but in terms of well-being of the people as well. The choices that Africa makes about energy systems to ensure a just energy transition will influence many other aspects of development, as it should provide accessible, affordable, reliable, and sustainable energy to around 600 million Africans. Rolling out to the 600 million citizens, 43% of the population, mostly in sub-Saharan Africa, will lack access to electricity, will require expanded transmission and distribution networks in tandem with locally embedded renewable energy generation. This will involve a step change in the mining and processing of infrastructure minerals, above all, steel, copper, aluminum. It will also help to switch households to clean energy sources.
Increased energy use is synonymous with development. Africa needs to industrialize and raise economy-wide productivity with reliable energy, which is necessary for other priorities like food and water security. New capacity must come from least cost generation options and provide energy security that translates into energy mix with growing renewable sources. And I was happy to hear Madame the Minister talk about fossil fuels in Senegal. It has to be balanced with fossil fuels at the beginning, especially natural gas as an energy transition energy source. We can come back to that, but opportunities for manufacturing power and storage equipment, transmission equipment, and e-mobility vehicles will provide an expanded basis for industrialization in green industries and jobs. Expanding production of green minerals could help to offset risks of declining revenue from fossil fuel exports. Distinguished participants, ladies and gentlemen, energizing Africa is the optimal and just path to the energy transition and should take for its people and the planet. Framework setting energy goals already exist in the African Union. For instance, the African Union developed the Green Recovery Plan 2021, 2017, 2027 to steer a recovery that is clean, resilient, and inclusive. Supporting renewable energy, energy efficiency, and national just transition program is one of the 5 priority areas in the plan. The new energy economy is network intensive as it needs to connect solar during the day with the wind at night to storage such as batteries or pumped hydro and on to load centers in cities, industries, or mines. Many African countries are faced with challenges to invest in both generation and transmission assets. This is such an important point that the plan argues that the Just Transmission program should focus on ensuring that African countries invest in transmission grids and facilitate regional energy integration through inter alia regional power pools. As a long-term ambition, interconnection of Africa's 5 regional power pools should be pursued to provide the most cost-effective greener grid baseload to underpin local renewable energy solutions. Grid strengthening is vital. Without industrial demand to anchor investment, the inadequacy of the transmission and distribution network prevents the energy supply from reaching final demand, which is one of the main causes global energy sources. Africa makes up only 6% of global energy demand and 3% of electricity demand. Significant differences in primary supply, electricity access, household cooking fuel, and sectoral composition of final energy consumption exist between African regions. Strategies to close energy deficits, substitute biofuels and waste, and dirty fossil fuels with clean domestic energy and reliably supply growing demand from mining, agriculture, industry, and commerce will necessarily vary across regions. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, Africa's energy landscape presents at least 2 key advantages to inform the strategy to energize Africa. First, again, Africa possesses vast untapped renewable energy sources. At over 5,500 exajoules per year, Africa is far and away the world's richest region for renewable energy potential, with 44.8% of the total technical potential of renewable energy. It also has a large unexploited hydropower potential, estimated to be at 1,753 gigawatts. In addition, Africa's solar technical potential is estimated to be 7,900 gigawatts. Its onshore wind power generation potential is estimated to be at 461 gigawatts. Additional resources include bioenergy, offshore wind, geothermal, and mini hydropower. Second, building new clean energy systems will require extensive planning and investment in transmission infrastructure with an expansion of fossil fuel as a bridge to reliable, balanced, sustainable, and clean energy systems. Proven natural gas reserves now stand at more than 17.56 trillion cubic meters. Gas to power will provide
important grid balancing roles. Gas is also feedstock for basic chemicals such as ammonia, for fertilizers, explosives, fuel cell hydrogen, etc., and polymers. The hydrocarbon sector will remain a key part of energy industry up to net zero targets by 2060. Producing transport fuel and petrochemicals are still essential to produce polymers, which will be needed in large quantities as economies industrialize. However, the use of gas and other fossil fuels need to be seen as a bridge. And it's really, we need to have a plan to really move away from fossil fuels in time. But practically, we have to face the reality that we cannot phase it out right now because of all the inefficiency of other clean energy solutions. But we have to have a plan how to transition and how to move away. As was mentioned, Africa only 3% of emissions, so we need to have this right to development as well. Otherwise, fossil fuel-rich countries could be trapped in economic and energy conundrums as the demand for these sources of energy will decline over time and they will be faced with a real risk of becoming stranded assets, while initial investment to continue pursuing fossil fuel expansion is very high. So we have to have this balancing act about this. Distinguished participants, ladies and gentlemen, Africa's right to development would be better served through renewable energy systems that can achieve universal access, enable food security and regional industrialization while advancing global climate goals. A just energy transition must also ensure the right choices about renewable energy. The transition to a new model of energy provision must meet human rights, social and environmental standards. Here, the role of civil society organization is very crucial. And the point was made that they really need the policy space to be there to advocate for these issues. They will need to raise awareness about the right choices and about new energy systems to the relevant stakeholders, mainly government, but even citizens in general. From an African perspective, the concept of just transition needs to be fully unpacked to ensure that it is a genuine effort to transform the global economy to sustainable, prosperous and equitable system. And I was hearing Madam Minister saying equitable, equity. We have to really make sure that this just transition is equitable to who? To the citizens, not the ones advocating it from their own rights in Western countries. We have to be ensured that this notion of just transition is not hijacked by Western countries. And we have to make sure that what does it mean for African citizens? What does it mean for the women that are very much represented here, I have to say, very happy to see all these women. What does it mean for them, the just transition? Really have to be unpacked and see what we mean by that and make sure that we have the criteria to judge. Are they having access to energy? Are they really benefiting from it? Are these, we are advocating for industrialization, but is it coming back to the people? Are we getting more education? Are we getting more health issues? Are we addressing the artisanal small-scale mining conundrum? So all of these things have to be balanced. And I think this is a huge role for the civil society here present. And of course, the transparency that you talked about. If you don't know what your government is doing, you can't know. So transparency being very much on the agenda. Therefore, the right balance needs to be made between the right to development, including through the use of gas as a transition, and the transition to renewable energy. If Africa decides to commit to renewable energy transformation, it must assert its sovereignty over its strategic green minerals and develop its industrial policy accordingly, while striving to progressively move to renewable energy systems with a view to investing more in modern, clean, and renewable energy. None of these goals, however, will be met without coordinated action by Africa and the developed economies, fulfilling their obligation to fund the transition. And I know financing was mentioned so they also have the obligation to fund the transition and bring the African value chains. This window of opportunity could be very limited in time, as alternative for strategic minerals could be found, and these minerals could also be stranded tomorrow. Therefore, the time is now.
for African countries to have a unified position on the global energy transition agenda and take advantage of this unique opportunity to grow their economies, transform structurally, and secure prosperity to all the population. I thank you for your kind attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Marit Kitao. C'était un réel plaisir pour nous de vous écouter avec toute l'attention requise. Je sais que vous, comme moi, avons beaucoup de questions, des commentaires que nous souhaitons faire. Mais ne vous en faites pas, elle va revenir après la pause dans le panel et notez vos questions, vos commentaires. Si tout le monde ne peut pas prendre la parole, vous avez des carnets. Écrivez vos questions, nous pouvons les faire passer aussi aux panélistes. Parce que tout de suite, après la pause café, que nous allons raccourcir parce que nous avons perdu une dizaine de minutes, au lieu de 30 minutes, on la fera en 20 minutes maximum pour que l'on puisse revenir ici à 11h pile, 11h00. Nous avons des contraintes parce qu'il y a d'autres aussi qui nous suivent sur la base du calendrier que nous leur avons donné sur les webinaires. Et parallèlement, si vous voulez qu'on termine à temps, déjeuner à temps, terminer ce soir aussi à temps, il faudrait qu'on soit un peu plus exigeant avec nous-mêmes dans la gestion de notre temps, notamment pendant les pauses. Donc, 20 minutes et on revient à salle à 11h pile, on doit démarrer la prochaine session. On est d'accord avec ça? Merci beaucoup et à tous et à tout à l'heure.